Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CIP où on va parler de la famille royale britannique. On va surtout parler de ce qui est sorti dans les nouvelles depuis les dernières semaines parce que ça pourrait avoir un gros impact sur le futur assez proche de la monarchie britannique. Ce qu'on va discuter dans la vidéo, c'est à prendre avec un grain de sel, c'est des spéculations, mais je trouvais ça intéressant d'analyser tout ça avec vous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu sur la royauté. Tout d'abord, on doit remonter de 2 semaines, soit le 17 janvier 2024. Buckingham Palace a fait une déclaration concernant l'état de santé de la princesse Kate, comme quoi elle avait subi une chirurgie abdominale planifiée et serait hospitalisée de 10 à 14 jours. On connaît pas la raison, mais plusieurs personnes spéculent. Par exemple, il y a une journaliste qui a affirmé avoir reçu d'une source que ce serait pour une hystérectomie, donc retirer complètement l'utérus. Ça peut être pour plusieurs raisons, des règles trop douloureuses, de l'endométriose, un cancer. Mais ce qui a surtout surpris les gens, c'est que, en fait, c'est très rare qu'un patient doit passer 2 semaines à l'hôpital suivant une opération. Donc, ça doit être assez grave, mais en même temps, on parle de la famille royale. Fait que c'est sûr qu'ils ont un traitement différent, quelque chose qu'une personne normale resterait quelques jours, peut-être que eux, ça va être 1 semaine ou 2. Bref, tout ça pour dire que la même journée que cette nouvelle-là est sortie, le palais a aussi annoncé que le roi recevait un traitement pour l'hypertrophie de sa prostate. Moi, la chose que j'ai tout de suite pensé quand j'ai vu ça, c'est pourquoi avoir fait les 2 déclarations le même jour? Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la déclaration de Kate a été faite avant celle de Charles? Parce que quand on analyse les messages dans celui de Kate, le palais disait qu'elle avait déjà subi l'opération la veille, tandis que dans le message de Charles, il disait qu'il allait subir éventuellement une procédure. Donc, c'est pas comme si à chaque fois que ça a déjà été fait, ils font une annonce. Là, c'est dans un cas, la procédure avait été faite, dans l'autre cas, elle était à venir. Donc, pourquoi avoir choisi le même jour pour partager les messages? Et c'est important de dire que les déclarations royales, c'est pas pris à la légère. Il y a une très grosse équipe de PR derrière tout ça, des relations publiques, et ils fournissent normalement pas de détails sur le statut de santé des membres de la famille royale, à moins qu'il y ait pas le choix de le faire. Donc, ça veut dire qu'il y avait une raison pour laquelle ils ont parlé de l'état de santé de Kate. Parce que, comme je vous dis, normalement, ils auraient gardé cette information-là cachée. Et on sait aussi à quel point la famille royale utilise les médias à leur avantage en relâchant certaines informations comme ça, ou même des fois, c'est à travers de sources. La semaine qui a suivi l'opération de Kate, on a su que Charles s'est dirigé à la même hôpital pour subir son opération. 3 jours plus tard, il quitte avec sa femme Camilla, et la première fois qu'on le voit suivant son opération, c'est le 4 février. Et c'est le lendemain que le palais va annoncer un diagnostic de cancer. Je vous lis l'extrait de la déclaration. Au cours de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été relevé. Des tests diagnostiques ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer. Sa Majesté a choisi de partager son diagnostic pour éviter les spéculations et dans l'espoir qu'il puisse aider à la compréhension du public pour tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier. Moi, en entendant ça, j'ai trouvé ça étrange qu'ils disent pas c'est un cancer de quoi. Quand, il y a 2 semaines, ils partageaient un message sur la prostate de Charles. T'sais. S'il y a quelque chose d'intime pour un gars, c'est pas mal ça. Mais ils ont tenu à préciser que c'était pas un cancer de la prostate. Puis en plus, le roi Charles a dit qu'il avait partagé cette information-là pour sensibiliser les hommes et les encourager à aller faire des tests et à aller se faire évaluer. Mais là, du moment qu'il est diagnostiqué d'un cancer, il voudrait pas dire de quoi, mais il voudrait quand même le dire pour sensibiliser les gens. C'est moi où ça fait pas de sens, c'est pas cohérent. Puis je me dis aussi que si c'était un cancer qui avait été attrapé assez tôt, il en aurait profité pour le dire et de rassurer la population. Parce que là, en ce moment, ils ont droppé une bombe en disant que le roi a un cancer et personne n'a d'informations sur le type, le stade, c'est quoi les traitements, c'est quoi son timeline. Fait que je pense que ça met un peu toute la population britannique dans un état un peu de stress. Fait que s'il y avait des bonnes chances de s'en sortir rapidement ou qu'il y avait des traitements possibles efficaces, je pense qu'il en aurait parlé. Fait que pour ces raisons-là, je trouve que ça sonne peut-être pas très bien pour Charles. Aussi, quand la nouvelle a été annoncée, Harry a été aperçu à l'aéroport de Londres vraiment pas long après et on l'a vu se rendre au palais. Évidemment, Charles avait prévenu sa famille avant de prévenir le public. C'est pour ça qu'il était au courant et qu'il a pu se rendre rapidement à Londres. Mais ce qui est étrange par contre, c'est qu'il est arrivé à 2h42 de l'après-midi au château et environ 45 minutes plus tard, on a vu Charles et Camilla quitter le palais en hélicoptère pour se rendre à leur autre château, Sandringham. Bon, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un autre de leur château.
Et tout ça, c'est extrêmement étrange. Charles dit qu'il a voulu se rendre à Sandringham pour se reposer et pour faire ses traitements. Pourquoi Charles et Camilla sont partis aussi vite? Tu sais, son fils vient de faire à peu près 12 heures de vol. Il est littéralement le roi, fait qu'il pourrait clairement repousser son vol d'hélicoptère pour passer plus de temps avec son fils. Fait que pourquoi leur rencontre s'est déroulée aussi rapidement? En plus, Harry est resté seulement 24 heures à Londres après cet événement-là. Il est retourné chez lui, probablement parce qu'il allait pas revoir son père ni son frère. Fait que ça aussi, c'est étrange. Il y a aussi toute la question de la vitesse à laquelle Harry s'est déplacé. Ça sonne vraiment comme si Charles venait d'apprendre une mauvaise nouvelle puis qu'il l'a dit tout de suite à Harry qu'il s'est déplacé vite pour venir le voir. Encore là, je rappelle que c'est juste des spéculations que je fais, mais si Charles et toute l'institution royale savaient déjà d'avance, mettons qu'il y avait un cancer, qu'exemple, ça fait des mois qu'ils le savent, puis qu'il est en traitement, puis tout ça, ben pourquoi c'est au moment que ça sort dans les journaux que là, Harry se dépêche à venir au château? Fait que selon moi, c'est soit que Charles savait pas du tout qu'il y avait un cancer et il vient réellement de l'apprendre, ou soit il savait déjà depuis un certain temps, mais là, ils ont eu des mauvaises nouvelles, fait qu'ils ont comme pas trop le choix de le dire au public. Puis un autre élément par rapport à ça, c'est le fait que Harry a quitté la Californie au moment où il y avait une grosse tempête sur place. Plusieurs vols ont été annulés, plusieurs vols ont été déplacés. Donc ça confirme vraiment le sentiment d'urgence de partir de chez lui pour aller voir son père. Toutes ces informations-là dans le média, tout ce qui se dit, les spéculations, ça donne un peu l'impression que le palais est un peu pris de court puis que c'est un peu le bordel. Aussi, quand on compare avec le décès de la reine, ben elle a fait la même chose quelques mois avant sa mort. Elle s'est retirée à Balmoral, un autre de leur château, pour passer ses derniers mois là-bas. Et là, le fait que Charles se retire de Londres pour aller dans un autre de leur château, ben, pour avoir plus d'intimité, ça rappelle un peu ce qui a été fait avec la reine Élisabeth. Là, maintenant, je vais vous partager des théories que j'ai vues circuler et je vais vous dire ce que j'en pense aussi. Parce qu'il y en a que je suis d'accord, il y en a que je suis pas d'accord. Premièrement, j'ai vu des gens dire que Charles serait depuis longtemps qu'il est malade, puis c'est pour ça qu'il agit d'une certaine façon. Par exemple, un des arguments qui a été donné, c'est le fait que demander de faire une plus petite cérémonie de couronnement pour que ça coûte moins cher, sachant que, vu qu'il est malade, selon cette théorie-là, ben ça sert à rien de dépenser vraiment beaucoup d'argent pour un couronnement quand, pas très longtemps après, il va y avoir le couronnement de William aussi. Mais ça, je suis pas trop d'accord parce que je pense que le monde réalise un peu l'absurdité d'avoir encore la famille royale. Tout le monde est conscient que Charles est vieux puis que ça serait juste stupide de mettre énormément d'argent dans une cérémonie comme ça qu'il va falloir reproduire dans quelques années. Fait que ça prouve rien selon moi. Même chose pour l'argument comme quoi que l'Angleterre a pas décidé de remplacer tous les billets d'argent qui avaient le visage d'Élisabeth II par le visage de Charles. Tu sais, c'est la même chose qu'on fait aussi au Canada, dans le sens on va attendre que les billets soient abîmés, puis c'est ceux-là qu'on va remplacer. Pour moi, c'est juste le gros bon sens, et c'est pas nécessairement parce qu'il savait quelque chose sur sa santé. Par contre, une théorie que je trouve intéressante, c'est un peu genre une théorie de conspiration rendue là, mais je partage ça vraiment plus pour le divertissement, mais ça serait comme quoi que l'opération de Kate, ça serait un cover-up. Quand ça a été annoncé, elle a dit qu'elle allait devoir reporter tous ses engagements jusqu'à Pâques, et William aussi. Fait que pendant comme 2-3 mois, Kate et William pourraient être complètement absents de la vie publique, puis personne pourrait poser de questions parce qu'ils l'ont annoncé, c'est pour supporter Kate avec son opération. Mais encore là, déjà c'est rare des opérations que tu dois passer 2 semaines à l'hôpital, c'est encore plus rare des opérations que t'as plus de 2 mois de convalescence au point où tu peux littéralement rien faire. C'est mon impression. Ça doit arriver quand même, là, mais ça doit être assez rare. Fait que la théorie, c'est comme quoi ça serait un cover-up pour permettre à William de prendre une pause de ses fonctions de prince pour pouvoir commencer la transition comme futur roi et de le faire à l'ombre du public pour pas que personne se doute de rien. Parce que c'est comme ça la famille royale, ils contrôlent toute l'information, ils font beaucoup de choses camouflées, cachées. Fait que les gens se poseraient pas de questions. De se dire, OK, William prend une pause de ses engagements, il supporte Kate. Et dans ces cas-là, la famille royale a toujours un bouc émissaire dans l'histoire. Puis c'est souvent le outsider. Puis normalement, ça aurait été sûrement Meghan Markle s'il avait pas quitté. Mais comme elle est plus là, ben c'est rendu Kate qui est la prochaine personne qui peut être utilisée. Et si on prend cette théorie-là puis qu'on fait un lien avec les spéculations que je parlais un peu plus tôt, comme quoi que peut-être Charles a appris une mauvaise nouvelle ou a appris que son état de santé se dégradait plus rapidement qu'il pensait, ben ça expliquerait aussi pourquoi Charles a récemment demandé à William de revenir travailler, de lui dire que finalement il a besoin de lui vu qu'il est malade, parce qu'il serait plus malade qu'il pensait puis qu'il a besoin de se retirer dans son château
puis la transition va se faire plus vite qu'il pensait. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est un peu trop farfelu ou si ça fait du sens, vous me direz ça en commentaire. Il y a certaines personnes qui disent aussi que Harry s'est seulement rendu sur place pour signer des documents et qu'il a peut-être même pas vu son père, et ça aussi, ça serait pas si surprenant parce que le timeline de la rencontre est tellement court et la famille royale a pas confirmé que le roi avait vraiment rencontré son fils. Puis Harry non plus a pas confirmé avoir vu son père. C'est juste des sources qui disent ça. On sait aussi qu'ils sont en froid depuis que Harry a quitté la famille royale et que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était au couronnement de Charles. La dernière théorie que je veux vous partager, c'est plus pour niaiser, mais ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça. Je sais pas si vous connaissez Trisha Paytas, je sais pas comment le prononcer. J'écoute pas vraiment son contenu, mais j'ai vu une théorie sur TikTok comme quoi les membres de la famille royale se réincarnent en ses bébés. Ça a commencé quand elle a donné naissance à son premier enfant, le jour même que la reine Elisabeth II est décédée. Fait que là, les gens faisaient des jokes comme quoi la reine Elisabeth s'est réincarnée dans son nouveau bébé, puis c'est ça. La joke a fini par passer, mais en novembre dernier, Trisha a annoncé être enceinte de son deuxième bébé, et là, les gens se sont mis à niaiser en disant que Charles allait commencer à tousser dans quelques jours, et 3 mois plus tard, on apprend son diagnostic de cancer. Pour rajouter une couche à tout ça, Trisha avait prévu appeler sa deuxième fille Elvis, puis le surnom du chanteur Elvis, c'est The King, fait que le roi. Trisha devrait accoucher en mai, alors on va savoir en mai si la théorie se confirme. Mais là, concrètement, qu'est-ce qui changerait si le roi décédait demain matin? C'est ça que je veux vous expliquer un peu. Premièrement, William deviendrait automatiquement roi et l'opération Menai Bridge se mettrait en place. Bon, c'est quoi cette opération-là? C'est tout le plan des étapes et des choses à faire entre la mort et les funérailles de Charles. Chaque roi ou chaque reine a comme son nom de code. Parce que oui, c'est censé être un nom de code secret, mais il y a littéralement une page Wikipédia qui parle de ces opérations. Donc rendu là, j'espère qu'ils ont changé de nom. Et de ce que j'ai vu, dès l'annonce du décès de la reine, l'opération Menai Bridge aurait commencé à être planifiée. Fait que là encore là, certains disent que c'est un argument de plus pour dire que Charles savait qu'il était malade et que ça allait arriver bientôt. Mais c'est des événements qui prennent énormément de temps à planifier, à organiser, et ça fait à peine 18 mois que Charles est roi, puis à un moment donné, on va quand même regarder les choses en face. Il est quand même rendu assez âgé à cet âge-là, on sait jamais quand ça peut arriver, fait qu'ils sont mieux d'avoir le plan prêt plus tôt que tard. Certains pourraient même dire qu'ils auraient pu commencer à planifier plus tôt qu'attendre le décès de la reine Elisabeth, mais en même temps, il y avait quand même un risque que Charles ne soit jamais roi, puis que il décède même avant la reine et que ça se passe directement à William. Fait que je comprends qu'ils n'ont pas nécessairement voulu mettre plein d'argent et de temps et de ressources dans une opération qui aurait peut-être même pas eu lieu finalement. Du côté de Camilla, ça serait évidemment pas elle qui régnerait, même si elle garderait son titre de reine, parce qu'elle n'est pas de la lignée royale. Elle deviendrait donc reine Dowager, qui veut dire reine veuve, et irait sûrement vivre dans une de leurs maisons royales avec ses 2 chiens pour le reste de sa vie. Il veut de l'attention, il va le prendre, parce qu'il arrête pas de miauler, je sais pas si vous avez entendu. Il aime pas ça quand je le prends. Dis allô à la caméra, Albert. Bon, fait que je vais garder dans mes bras, je vais continuer. Si on pousse l'exercice plus loin, lorsque William va devenir roi, s'il lui arrive quelque chose, le prochain en ligne, c'est son fils George. Par contre, dans l'éventualité que George serait mineur à ce moment-là, il faudrait un régent, soit quelqu'un qui va gouverner le temps que George atteigne la majorité. Et selon la loi de 1937 sur la régence, c'est le prochain en ligne de succession qui va devenir le régent. Donc, ça peut pas être Kate parce qu'elle n'est pas de la lignée royale. Comme les 2 prochaines personnes sur la ligne de succession, c'est les autres enfants de William, et ils seraient aussi mineurs, ça pourrait pas être eux. Et après eux, on tombe au prince Harry. Donc, s'il arrive quelque chose à Charles et William d'ici les 8 prochaines années, ce serait théoriquement Harry qui serait appelé à régner, temporairement. Mais si vous n'étiez pas au courant, Harry a renoncé à son titre en quittant la monarchie. Fait que je sais pas si ça marcherait, puis il faudrait aussi, de toute façon, qu'il vive en Angleterre. Donc, si ça marche pas avec Harry, ça serait le prochain. Et le prochain majeur dans la ligne de succession, c'est, roulement de tambour, le seul, l'unique de Jeffrey Epstein, le prince Andrew, mesdames et messieurs. Imaginez-vous quelques secondes que le prince Andrew serait le roi d'Angleterre. Juste pour cette raison-là, faut protéger William coûte que coûte.
Bref, je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment investie dans toute cette histoire-là. Évidemment, je souhaite de mal à personne, mais on sait jamais ce qui peut arriver et c'est toujours intéressant de faire des spéculations, de voir des scénarios. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de contenu sur la famille royale ou sur la royauté en général. Vous me direz justement si vous voulez que je fasse une vidéo sur le prince Andrew. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Et sinon, je vous mets ma dernière vidéo juste ici sur le parcours de Kate et William où je vous explique comment ils sont reliés par le sang. Sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!